En octobre 2016, un homme qui vit au Texas se réveille et en allant chercher son journal, il se rend compte que le portail de sa maison est ouvert. Assez intrigué, il se demande ce qui a pu se passer. Il décide de regarder la caméra de sécurité et c'est là qu'il se rend compte de quelque chose de terrifiant. Un homme habillé en clown, qui semble même posséder un couteau, essaye de se frayer un chemin à l'intérieur de la maison. Cette nuit-là, on est le soir d'Halloween. Dans la vidéo, le clown essaye la serrure, il regarde au travers de quelques fenêtres. Il n'y a pas de doute, il essaye d'entrer dans la maison. Étant à l'approche d'Halloween, il est possible que cette effraction soit un canular. Néanmoins, si ce n'est pas le cas, la présence de ce clown devant cette maison est très alarmante. Dans la ville de Layton, en Utah, une famille qui a un nourrisson se réveille. Alors qu'ils sortent du lit, ils se rendent compte que la porte de la chambre est à moitié ouverte. Le père de famille, assez curieux de ce qui a pu se passer, décide d'observer un petit peu sa maison. Et il se rend compte que certaines choses ne sont pas à leur place. Il décide donc de consulter la caméra qui servait initialement à surveiller son bébé. Et c'est là qu'il se rend compte qu'un homme inconnu, qui n'a pas été identifié, est entré dans la maison aux alentours de 3h40 du matin. Il s'est faufilé dans la chambre, où dormait le nain entré dans la maison sans forcer l'entrée. Le couple pense donc que cet homme les surveillait depuis un moment. Et de par sa surveillance, il avait réussi à connaître le code de la porte du garage, lui permettant d'accéder à la maison sans bruit et sans être détecté. En 2016, une femme s'est endormie en regardant un reportage criminel à la télévision. Alors qu'elle est dans les bras de Morphée, un homme s'introduit dans son domicile par la fenêtre. L'homme a essayé d'agresser la femme. Il a placé sa main sur la bouche de sa victime. La femme, elle, s'est réveillée avec la main de l'homme K. La femme a essayé de s'échapper. L'homme l'a ramenée près de lui. Mais au bout d'un moment, voyant qu'il n'arriverait pas à ses fins, il a décidé de prendre la fuite. La situation s'est passée si rapidement que personne dans le voisinage n'a eu le temps d'appeler la police pour interpeller cet homme. En 2016, un jeune garçon de 11 ans rentre chez lui après l'école. Affamé, il décide de prendre un goûter. Et plutôt que de se retrouver devant des friandises, le jeune garçon s'est retrouvé devant un homme qui s'était introduit dans sa maison. Cet homme s'était caché dans le placard et l'observait silencieusement. Alan a dit à des journalistes plus tard qu'au moment où il a vu cet homme, son cœur s'est arrêté et qu'il a décidé de fuir le plus rapidement possible, tellement il était effrayé par le regard de l'homme sur sa personne courir et lui a demandé si tout allait bien. Alan a raconté que dans la maison était un jeune homme de 23 ans qui avait simplement volé un téléphone portable qu'il avait lâché derrière lui dans les bois. En juin 2007, un homme a brisé une baie vitrée pour s'introduire dans une maison et très rapidement, il l'a fui. Effectivement, il s'est précipité vers les escaliers, mais il ne s'attendait pas à se retrouver face à face avec le propriétaire du domicile. Sharon, celle qui vivait là, sortait de la douche quand elle a entendu le bruit de glace et elle s'est précipitée vers l'origine du son et elle s'est retrouvée face à cet intrus. Elle n'avait aucun armement sur elle, simplement sa serviette pour cacher ses parties intimes et très courageusement, elle a crié sur l'homme qui s'était introduit chez elle pour qu'il s'en aille. L'intrus n'a pas eu le temps de prendre quoi que ce soit. Il est reparti aussi rapidement qu'il est rentré, mais malheureusement il n'a pas été arrêté. Pendant l'été 2016, un homme s'est introduit dans plusieurs maisons dans la ville d'Atlanta. Il les a cambriolées, à chaque fois armé d'un fusil automatique, prêt à tirer si jamais une personne était là,
à lui barrer la route. Quelqu'un qui a rencontré cet homme dans une autre maison a dit que l'homme l'avait menacé et lui avait dit de se coucher sur son lit, tête face à l'oreiller. Et là, cette femme pensait que sa vie allait se terminer. Néanmoins, l'homme est parti sans lui faire le moindre mal, à part un mal évidemment psychologique. Et en entrant dans leur maison, ils ont découvert que leur lit, qui était dans leur chambre, avait été déplacé dans le salon. Il a sorti un couteau, menaçant le couple et l'ami de les découper. Son objectif n'était pas de faire du mal à ceux qu'il avait trouvés, mais bien de leur faire peur pour pouvoir s'enfuir, prendre la fuite. En 2016, une famille vivant dans l'Oregon dormait tranquillement pendant la nuit. Ils ne se doutaient pas que pendant leur nuit paisible, quelqu'un, avec de la peinture sur le visage, s'est introduit dans leur maison et a fait comme si le domicile était le sien. C'est au petit matin, quand la famille s'est réveillée et qu'ils ont vu leur maison saccagée, qu'ils ont décidé de regarder la caméra de surveillance et qu'ils ont vu ces images troublantes concernant l'individu qui s'était introduit chez eux. Cet individu a plus tard été arrêté. Il s'agissait de Tanisha Camille Mann, une jeune femme de 24 ans. La raison de son intrusion n'a pas été établie. Et si quelqu'un s'introduisait dans votre maison, après avoir remarqué que vous étiez par exemple parti en vacances, mais qu'il ne s'y était pas introduit juste une fois, mais plusieurs jours. C'est ce qui est arrivé en 2016 à Miami quand une personne s'est introduite dans une maison, 3 jours de suite, quand il a remarqué que ceux qui occupaient ce domicile n'étaient pas là. Pendant l'absence des propriétaires, l'inconnu a décidé de faire de cette maison son propre domicile. Il se servait dans le frigo. Il a fait clairement sa vie comme s'il était chez lui, mais à la fin de ses petites vacances, il a quand même décidé de voler divers objets comme un ordinateur, des télévisions ou encore un vélo. Cet intrus n'avait clairement peur de rien, parce qu'il s'introduisait dans la maison, même en plein jour. Cet homme n'a jamais été identifié et n'a jamais été arrêté pour ce cambriolage. Quand j'avais 4 ans, mes parents travaillaient longtemps dans un restaurant. Ils ont laissé mon frère me garder jusqu'à 22h, 22h30 le soir. Lui a 8 ans de plus que moi, donc 12 ans à l'époque.
Tous les soirs, quand mes parents rentrent à la maison, ils sonnent et je cours les saluer à la porte avec mon frère. Un jour, la sonnette a été utilisée et quand j'ai ouvert la porte, à la place de mes parents, il y avait 4 hommes qui se tenaient là. Je pense qu'ils surveillaient la maison depuis un moment. Ils connaissaient la routine des membres de la famille. Ils avaient des fusils et ils ont dit à mon frère et à moi de descendre regarder la télé. Un des hommes montait la garde. Il nous surveillait. Il m'a laissé m'asseoir, mais il a attaché mon frère avec des cordons de manette de jeux vidéo. Je me souviens que je suis allé vers mon frère. J'ai tiré sur les cordes. Je n'essayais pas de les détacher, mais j'étais plutôt curieux. Étant petit, je ne comprenais pas ce qu'il se passait. L'homme qui nous surveillait a pointé son arme sur moi. Et il m'a dit d'arrêter. Quand ils avaient fini de fouiller la maison, ils nous ont attachés tous les deux à une poutre. Et ils sont partis. Au bout d'un moment, mon frère a réussi à se débarrasser des cordes qui étaient sur ses poignets. Mes parents sont entrés à la maison. Et ayant vu notre terreur, ils ont appelé la police. La police a enquêté. On leur a donné toutes les informations qu'on avait. Et ce qui avait été pris, c'était quelques bijoux ainsi qu'un caméscope. Ma mère avait récemment cuisiné beaucoup de brownies. Un jour, elle en avait fait beaucoup. Beaucoup plus que d'habitude. On en a mangé quelques-uns. Mais pour une raison quelconque, nous ne les avons pas finis. Nous les avons laissés sur la cuisinière et nous sommes partis. Ma mère, ma sœur et moi, nous nous sommes endormis un peu plus tard, dans la nuit, alors que mon père, lui, était toujours en train de travailler. Ma mère savait que mon père serait à la maison dans peu de temps, donc elle a décidé de ne pas verrouiller les portes avant de s'endormir. On dormait. Mon père, lui, est rentré à la maison. Il s'est garé dans l'allée et il a remarqué quelque chose. Tout de suite, le garage de notre maison était ouvert et son vélo, qu'il utilisait tous les dimanches pour faire son sport, était à l'extérieur. Mon père est allé dans la maison et dans la cuisine, il a vu un homme. D'abord, il n'a pas compris ce qu'il se passait. Il pensait que c'était un de ses amis qui était venu pour lui emprunter son vélo et qu'il attendait qu'il rentre pour pouvoir lui demander son autorisation. Mais dès que l'homme a remarqué que mon père était là, il a sprinté vers la porte arrière de la maison. Mon père l'a poursuivi, mais il s'est arrêté. Il savait qu'on était là dans la maison à dormir et il voulait s'assurer que nous allions tous bien. Il nous a réveillés et nous a réunis en bas. Mon père a inspecté les lieux et il a remarqué que l'intrus, qui s'était infiltré dans la maison, avait jeté son dévolu dès qu'il était rentré sur la table de la cuisine. La table où il y avait 3 portefeuilles. Il n'avait pas été touché, mais ce qui avait été touché, c'était l'assiette de brownie. Il y en avait beaucoup moins que ce que nous avions laissé. L'homme qui était entré par effraction dans notre maison a ignoré nos objets de valeur et s'est directement jeté sur les brownies que ma mère avait cuisinées. Étant petit à l'époque, j'étais assez déçu par le fait que nous ne pouvions pas terminer cette assiette. J'étais plus énervé par ça que par le fait que nous ayons été en quelque sorte été volés. Évidemment, mon père et ma mère étaient très paniqués. Donc à la suite de ces événements, ils ont acheté un système d'alarme pour la maison. Et mon père, lui, n'a pas dormi pendant quelques jours. Rien n'a été volé, à part les brownies que ma mère avait cuisinées. J'étais à la maison, on était en milieu de semaine, en repos, parce que mon entreprise nous avait donné quelques congés, après avoir travaillé durement pendant une petite période pour finir un projet. J'étais assis sur le canapé, en train de jouer à des jeux sur internet, quand j'ai vu une ombre, sur la porte arrière coulissante. D'abord, je me suis dit que c'était le chien du voisin qui aimait venir parfois chercher des friandises. Mais n'étant pas d'humeur à ce moment-là, je l'ai ignoré. Je me suis plus tard levé pour aller chercher quelque chose dans ma chambre et j'ai regardé dans la salle de bain du couloir parce que quelque chose a attiré mon attention. Il y avait un homme qui essayait de grimper par la fenêtre. J'ai couru rapidement pour tirer sa jambe vers le bas, pour le mettre mal à l'aise, pour que ses parties intimes soient écrasées contre le rebord. Il a crié de douleur alors que moi je criais beaucoup plus fort qu'un intrus était là. J'ai attrapé son bras et là il a commencé à gémir encore plus de douleur. Après cela, je l'ai poussé au travers de la fenêtre et l'homme, une fois atterri sur le sol de l'autre côté, a pris la fuite. J'ai ensuite appelé la police pour signaler qu'il y avait un intrus et j'étais plutôt satisfait du souvenir que je venais de laisser à celui qui voulait s'introduire chez moi. En 2003, alors que je venais d'avoir 18 ans et que mes parents m'ont mis à la porte, je travaillais de nuit chez McDonald's et j'ai déménagé dans une vieille maison qui avait un sous-sol avec un ami. Travaillant de nuit, je dormais beaucoup le jour. Mais quoi qu'il en soit,
vers la fin de la matinée. Alors que mon colocataire était au travail et que moi je me reposais au lit, j'ai entendu un moteur à l'extérieur de la maison et un peu d'agitation autour de la porte d'entrée. Je ne sais pas comment, mais quelqu'un était entré par effraction chez moi. Je les voyais. Il y avait plusieurs personnes qui se déplaçaient rapidement. Moi, j'ai été tétanisé. Je n'arrivais plus à bouger. J'ai décidé de rester allongé là, face au mur, sans faire un bruit pour ne pas me faire remarquer. Et à un moment donné, mon cœur s'est serré, parce que j'ai entendu la porte de ma chambre s'ouvrir. J'ai fermé les yeux, je faisais semblant de dormir, et j'ai entendu un silence pendant quelques secondes. Après cela, j'ai entendu des bruits de pas s'éloigner. Et dès que j'ai entendu ma porte d'entrée se fermer et que le moteur a redémarré, je suis sorti en courant. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu une camionnette s'éloigner à toute vitesse. Ces hommes n'avaient absolument rien volé. En même temps, nous n'avions rien de valeur. Mais bien que rien n'ait été pris, le fait de savoir qu'un inconnu est rentré chez moi et m'a vu et n'a rien fait, ça m'a empêché de fermer l'œil pendant plusieurs jours. L'année dernière, je suis sorti faire du shopping pendant environ 1 heure aux alentours des 20 heures. Quand je suis revenu chez moi, il faisait très froid dans la maison et je ne savais pas pourquoi. Alors j'ai commencé à regarder autour de moi. Et c'est là que j'ai remarqué que la porte arrière avait la fenêtre cassée. Elle était déverrouillée. Je suis allé chercher mon ordinateur. Il n'était pas là. Mon iPad, non plus. Et je suis monté ensuite dans ma chambre pour voir si ma console avait disparu. Et c'est là que j'ai attrapé l'homme qui s'était introduit chez moi, en flagrant délit. C'était un homme plus petit que moi. Et il avait l'air vraiment jeune. C'était peut-être un lycéen. Les premiers mots qui sont sortis de sa bouche ont été « S'il vous plaît, ne me faites pas de mal ». Je lui ai dit de me rendre toutes mes affaires. Et je n'ai pas appelé la police. Il m'a rendu tout le matériel qu'il avait volé. Mon ordinateur et mon iPad, et il s'est excusé. Et en plus de ça, il m'a même donné 20 $ pour s'excuser de la gêne qu'il m'avait causée. Deux personnes sont entrées chez moi, et l'une d'entre elles a pointé un pistolet sur ma tempe. Je l'ai poussé sur le côté et je lui ai dit « Vas-y, tire-moi dessus ». L'autre gars a pointé un pistolet sur la tête de mon ami, et je les ai regardés. Me voler environ 5 000 $. J'étais âgé de seulement 20 ans à l'époque, donc c'était une somme assez conséquente. Plus tard, les hommes sont ensuite partis, sans faire de mal à mon ami ou à moi-même. Mais la même année, quelqu'un a jeté une brique par la fenêtre de ma maison et est entré à l'intérieur. Et de ce que nous avons vu, il a rapidement été chassé par le chien. Encore plus tard cette année-là, quelqu'un a essayé de me voler sous la menace d'un couteau. Et sans que je ne lui donne rien, il m'a fait une légère coupure. Mon chien l'a mordu, au niveau du fessier. Et l'a poursuivi jusqu'à un petit étang. L'homme a sauté dedans et il s'est mis à nager, en criant pour que je rappelle mon chien, pour qu'il ne lui fasse pas de mal. Une nuit, il y a environ 7 ans, alors que je venais d'emménager dans ma nouvelle maison, dans un quartier plutôt sécurisé, sans crime majeur, et bien environ 2 mois après mon emménagement, j'ai entendu un énorme bang à 2 heures du matin sur ma porte, puis une forte voix. J'étais au lit. Je dormais nu, et la première réaction que j'ai eue, c'était de saisir l'épée qui se trouvait près de mon lit, étant amateur de l'époque médiévale. J'ai foncé vers le salon en criant. Le regard sur le visage des personnes qui s'étaient introduites dans ma maison était assez particulier. Ils voyaient un homme assez fort, nu, avec une épée tenue au-dessus de la tête, qui hurlait de tous ses poumons en les chargeant. Ils sont partis dès qu'ils m'ont vu. Ils sont tombés dans la cour en courant. J'ai ensuite appelé la police, je me suis rhabillé, j'ai attendu que la police arrive jusqu'à moi. Une fois arrivés, ils avaient déjà réussi à attraper quelqu'un, qu'ils ont mis en garde à vue. Ils l'avaient pris en flagrant délit en train d'essayer de s'introduire dans une maison un peu plus bas dans ma rue. Ils m'ont confronté à cet homme et je l'ai reconnu. L'enquête a montré que cet homme était un drogué et qu'il cherchait un endroit pour pouvoir passer la nuit. Quand j'étais petit, notre maison a été cambriolée. Nous n'avons pris personne en flagrant délit et je ne me souviens pas du tout de ce qui me manquait. C'est quelques semaines plus tard qu'on s'en est rendu compte. Mes parents ont déplacé la commode de mon frère et derrière, ils ont trouvé sa petite tirelire en plastique, ouverte. Toutes ces petites économies avaient été volées. On n'a pas perdu grand chose après ce cambriolage, mais 30 ans plus tard, marqué par cette expérience, quand je quitte la ville, je me pose toujours la question de si j'ai bien tout verrouillé. Quand j'avais environ 8 ans, ma famille et moi étions en vacances dans un motel. Mes parents avaient leur propre chambre, ma sœur, elle, était dans une chambre avec un lit. J'ai oublié de verrouiller la porte et je suis allé dormir dans mon lit pliant situé devant la porte. Le lendemain matin, mes parents se sont réveillés. La pièce avait été mise à sac et un peu d'argent avait disparu. Le voleur était entré par la porte, m'avait enjambé pendant que je dormais
il est directement allé dans la chambre de ma sœur, puis a volé son sac, et ensuite dans la chambre de mes parents pour prendre les portefeuilles et de l'argent sur la table de chevet. Ensuite, il m'a renjambé pour sortir, et il est parti. Cette expérience nous a empêchés de dormir, moi et toute ma famille, pendant 1 semaine. Et ça m'a également donné l'instinct, bien que j'étais jeune, de toujours verrouiller les portes. À l'université, j'avais des voisins, à l'étage, qui étaient un couple du même sexe. Un soir, nous revions tous ivres d'un bar. Je les ai entendus crier, à l'étage, au meurtre, comme si un tueur en série s'était aventuré chez eux. Ils ont vu quelqu'un avec un couteau, à la main, en train de fouiller dans leurs affaires. L'homme venait d'arriver dans leur appartement parce que rien n'a été volé. Quand mes voisins ont crié, ils ont dit que l'intrus a eu peur, a crié également à son tour et s'est enfui de l'appartement, totalement effrayé. Lorsque la police s'est présentée pour enquêter, mes voisins ont reçu plusieurs accusations de possession de drogue, et le plus jeune du couple a été accusé de consommation d'alcool, alors qu'il était mineur. Après cela, je me sentais assez mal, car si je n'avais pas appelé la police, il n'aurait jamais eu ces accusations. Mais ne sachant pas ce qui se passait quand ils ont crié, je pense que j'ai pris la bonne décision. Cet exorcisme concerne George Lukins. En 1769, il avait 26 ans, il exerçait la profession de tailleur et il avait également une autre passion. Cette passion, c'était celle d'amuser un peu la galerie. Il avait ce travail très sérieux et sur son temps libre, il aimait bien faire un peu le pitre, notamment pendant les périodes de fête où là, il se mettait en scène pour amuser les personnes qui l'entouraient. Il était décrit comme quelqu'un de très agréable et était très apprécié d'une part au Royaume-Uni, et il était également très apprécié de la bande. À un moment donné, aux périodes des fêtes de Noël, comme à l'accoutumée, George Lukins faisait le saltimbanque accompagné de sa bande. Le groupe passait de maison en maison pour faire un petit spectacle, un peu à l'image des petites chorales de Noël qui toquent à la porte pour faire une petite chanson. Sauf que lui, ce qu'il voulait faire, c'était faire rire, donner une émotion très positive aux personnes chez qui il toquait. Appréciant plutôt le spectacle qu'il avait devant lui, le Monsieur Love invita toute la bande à rentrer chez lui pour profiter des festivités et boire un petit coup dans le nez. Et au moment où la bande s'apprêtait à partir, George Lukins est tombé, raide mort sur le sol. Il n'était pas mort, il s'est en gros évanoui. Les amis qui faisaient partie de sa bande pensaient que George avait abusé de la boisson, donc ils l'ont aidé à se relever, ils l'ont accompagné chez lui. George a expliqué, plus tard, qu'il ne s'est pas évanoui parce qu'il avait abusé de la boisson, il s'est évanoui parce qu'il a reçu ce qu'il catégorise comme une énorme gifle. Vous avez peut-être déjà vu des vidéos sur internet de personnes qui se prennent des énormes gifles. Si la gifle est vraiment très puissante, on peut perdre connaissance. Eh bien George, il dit que c'est ça qui s'est passé. C'est à partir de ce moment-là que George a commencé à être pris d'énormes crises qu'il n'avait pas avant. Ces crises se démarquaient par une agitation de sa main droite. Dès que sa main droite s'agitait, il savait qu'il allait partir dans une crise. Il perdait totalement le contrôle de lui-même quand il était dans ces périodes de crise. Il ne pouvait pas contrôler son corps, il ne savait pas ce qu'il faisait. Et ces crises prenaient une forme assez particulière à chaque fois. Sa voix changeait. L'expression qu'il avait sur son visage, qui était de base plutôt amicale, se transformait en l'expression d'un homme très énervé. Et il disait quelque chose qui peut faire peur. Il disait qu'il était le diable en personne. Quand George était pris de ces crises, il arrivait à faire apparaître autour de lui des entités, et le démon qui possédait son corps donnait l'ordre aux entités de le torturer. C'est là que George, qui déjà avait un comportement assez étrange, avait un comportement encore plus étrange. Il se mettait à sauter partout, à hurler, et il agissait comme s'il en était un. Il pouvait même parfois devenir muet, perdre l'usage de la parole, chanter en utilisant différentes tonalités de voix, ou alors devenir même violent. Clairement, c'est comme si il y avait des personnes différentes qui habitaient le corps de George. Parfois il avait, comme je vous l'ai décrit juste avant, une expression du diable. Parfois il arrivait à se mettre dans la peau d'une femme et avoir presque la voix d'une femme. Alors que, je tiens à préciser, George n'a aucun talent d'imitation. Ce n'est pas un imitateur dans l'âme du tout. Et autre fait très étrange, c'est qu'à chaque fois on va dire que ces crises se terminaient, George remerciait le démon qui le possédait parce que ça lui permettait de faire des choses que, normalement, il ne serait pas capable de faire. Posséder George lui a dit, maintenant, je vais te posséder tout le temps, mais à un moment donné, il ne venait plus. Les sortes de crises avaient stoppé, et George, ça le rendait très malheureux. Je sais, généralement, quand tu es possédé et que c'est terminé, tu te dis, enfin, je suis libéré. À lui, c'était pas le cas. Vous savez, dans la culture populaire, en tout cas,
On voit beaucoup dans les films d'horreur où il y a des entités démoniaques qui possèdent des victimes, qu'un moyen de les combattre, c'est d'utiliser la religion. Donc il n'est pas étonnant qu'on voit des prêtres utiliser de l'eau bénite, réciter des prières, et que ça fait atrocement souffrir la personne possédée. Et bien dans le cas de Georges, c'était ça. Lui de base appréciait aller dans des églises, participer à des messes, il trouvait que c'était quelque chose de très agréable et de très joli, mais après ces périodes de possession, au moment de la pause, quand le diable a dit c'est bon, on fait une pause, j'ai besoin de réfléchir de mon côté, t'as compris, je te rappellerai, etc. Eh bien Georges, dès qu'on lui disait des trucs en rapport avec Dieu, ça le mettait très mal. Si on lui disait que Dieu vous bénisse, c'est comme si on lui enfonçait sans épée dans le corps. Il se trémoussait de douleur. Et on voyait sur son visage qu'il était en pure souffrance, ça ne semblait pas être de la comédie. Certains disaient même que quand, après on va dire ça allait un peu mieux, on sentait que Georges était à bout de force, comme si en fait on l'avait enfermé dans une cage, qu'on l'avait torturé et qu'on avait fini la séance de torture et que lui était ensuite totalement épuisé. J'espère qu'avec la description vous arrivez un peu à imaginer dans quel état il se trouvait après. Néanmoins, bien que Georges, de par la description que je vous ai donnée, souffrait énormément, il continuait à travailler. Il était réglo. Il avait un travail à faire, il le faisait même s'il était possédé par le diable. Mais les gens ont remarqué quand même que ça n'allait pas du tout. Il était plutôt apprécié de la communauté de son village, donc en 1755, la paroisse s'est dit « faut faire quelque chose pour lui ». Donc ils ont fait une petite collecte pour lui donner de l'argent qu'il puisse se rendre à Londres et se faire soigner là-bas. Il est admis le 3 mai à l'hôpital Saint-Georges, et il y reste pendant 20 semaines, où il en est ressorti à la date du 8 octobre. À l'hôpital, quand il a été pris en charge, il n'y a eu aucun problème dans le sens qu'il n'a pas été possédé, il n'y a pas eu de crise comme il avait l'habitude d'avoir. Néanmoins, il souffrait énormément. Et les médecins, ils étaient incapables de le guérir, forcément. On saurait, si jamais on est possédé par le diable, il nous suffit juste de prendre un Doliprane, et le diable il se dit, mince, un Doliprane, je m'en vais. Donc les docteurs, ils savent faire un peu sur son cas, mais ils ont du mal à savoir ce qui se passe. Il y a certains médecins qui supposent qu'il n'a pas de possession, mais plutôt un trouble mental, mais un trouble mental particulier. En gros, ce que certains médecins supposent, c'est qu'il est hypocondriaque, mais d'une manière super extrême, à tel point que cette maladie, ça ne fait pas que le rendre anxieux, par exemple, ça lui fait mal physiquement. Interroger le patient, Georges, pour savoir ce que lui en pensait, lui, il pensait pas forcément être possédé. Lui, il pensait qu'on lui avait jeté un sort. Et c'est cette théorie-là, la théorie de la magie, qui, dans un premier temps, prédomine. Vu que la science n'arrive pas à expliquer ce qu'il a, on se dit peut-être que oui, il a été ensorcelé. Des experts en magie noire sont consultés, ils donnent Il faut savoir que des gens ont vu Georges dans cet état étrange, donc même de leur côté, la théorie de la magie est surprenant, je ne crois pas. Cet exorcisme était censé cérémonie ou attirer l'attention, donc on va dire qu'un exorcisme c'est pas quelque chose qui passe inaperçu, donc la nouvelle s'est vite répandue, et immédiatement des avis se sont faits comédie. Certains se moquent des hommes d'église qui ont cru à son histoire. Enfin voilà, c'est un exorcisme qui a été beaucoup remis en cause, certains avançaient même que Georges arrivait à prévoir ses crises, et que c'était quelque chose qui était en soi totalement illogique. Évidemment, il y avait également une partie de la population et de l'église qui était d'accord sur le fait que ce qui était arrivé à Georges était quelque chose de réel et que oui, il avait bien été possédé par plusieurs démons, dont peut-être le diable. Ce qui est très fou avec cette histoire, vu que c'est une histoire qui remonte, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il est ensuite advenu de George Lucas. Apparemment, sans qu'on ait de réelles preuves, il semblerait que Georges n'ait jamais eu de nouveau de crise et qu'il a quitté la ville où il avait vécu tous les événements qui l'ont affaibli pour ne plus jamais y revenir.